Ce sont des arguments de surface pour bluffer et créer une sorte de sympathie, hein, et de course vers des solutions miracles qui semblent être présentées. Mais à la réalité de ce que c'est que les passes, c'est qu'ils ne viennent pas pour répondre à des besoins de rééquilibrage des dépenses et de nos capacités réelles. J'avoue véritablement que le colon n'a pas dans son postulat moral des objectifs d'aider le colonisé à être épanoui. Je ne sais pas comment ça peut se faire, qu'on vienne à croire aux leçons ou au programme de libérer le colonisé qui sont conçus par le colonisateur. Mais c'est pour dire que ces programmes procèdent d'une réflexion stratégique de désarticulation méthodique. Thomas Sankara parlait de schémas savamment organisés, planifiés, et qui sont tellement alléchants à la présentation que c'est vous-même qui partez vous donner la mort. Voyez-vous, c'est le Burkina qui a couru pour aller se faire assassiner. Pour aller se faire assassiner son économie, assassiner son industrie, tuer tous les secteurs sociaux. Mais pourquoi c'est attrayant à la surface? Parce que les éléments que je viens d'évoquer le traduisent. Mais à la réalité, les pays africains, à partir des années 75, les colons qui ont toujours agi à faire en sorte que le personnel politique soit son personnel à lui, donc un personnel ne jouissant pas d'une légitimité au sein de sa propre population. Sa légitimité est tenue par des acteurs extérieurs. Et ce sont des ouvriers au service d'un système mondial. Les présidents africains, et jusqu'à maintenant à côté de chez nous, vous avez des gens qui ont juste le qualificatif de président, mais qui n'ont pas d'initiative et qui ne peuvent même pas prendre d'initiative par rapport à leur économie nationale. Et ces gens se rendent compte que par la médiocrité des élites, le colon a créé à ses propres entrepreneurs des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui ont bâillé les initiatives de développement entre griffes dans les pays se retrouvent à être incapables d'être payés. Ils sont les créanciers ont besoin d'être payés. Sauf que l'élite corrompue, de très mauvaise qualité, et qui était utile pour le colon pour continuer à manipuler, va lui faire un poignard en plein cœur. Parce que cette élite ne va pas parvenir à créer de la richesse, à avoir une gouvernance qui produit de la richesse, de sorte que les arrières et les petits-fils du colon qui ont eu les entreprises et sur lesquelles ils ont créé du surfinancement sont incapables d'être payés. Donc on va dire, ok, nous on va mettre en place des mécanismes qui permettent que les créanciers qui sont les nôtres puissent être payés. Et je pense que les passes ont des sous-entendus qui sont soutenus par cet élément-là. Comment amener les pays africains coulant sur des dettes qu'ils doivent payer pour faire fonctionner les économies internes de ces acteurs qui ont quitté chez eux pour venir injecter des ressources dans notre économie, comment leur permettre de rentrer dans leurs avoirs. Et avec les passes, il faut déresponsabiliser l'État. On reprend toutes les initiatives entre les mains de l'État. Les secteurs producteurs, bien sûr, il ne va pas prendre des secteurs qui ne produisent pas, puisqu'il a besoin de résoudre un problème qu'il a créé lui-même, et il comprend que pour pouvoir le résoudre au profit de ses créanciers, il faut prendre les secteurs productifs. Soit les créanciers, on leur donne les entreprises, ou ils choisissent d'eux-mêmes les entreprises qu'ils veulent dans nos États, et où on laisse à d'autres types de privés d'utiliser ces secteurs clés-là pour produire de la richesse et être payés. Ils avaient deux choix. Le choix de prendre directement, produire, se payer et garder les entreprises, ou bien de laisser l'initiative à ce système-là de faire venir des privés qui allaient créer la richesse pour les pays. Et ils ont utilisé les deux systèmes. Mais est-ce que, à regarder de près, est-ce que les intentions de ceux qui ont mis en place les passes étaient des intentions saines? Bien évidemment, à l'aune de ce que nous venons d'expliquer, ce n'est pas des intentions saines. Joseph Kizerbo, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, quand il y siégeait, a décrit son expérience des passes dans Akan l'Afrique, où
il évoque très clairement que les passes étaient soutenues par des conditions bien fixes. Ce n'était pas, on ne vous demandait pas que de venir adhérer. On vous faisait du chantage. Si vous voulez avoir du financement de tel ou tel bailleur, puisqu'on a décousu, on a détruit votre tissu économique, on sait que vous êtes en demande. Et donc, on met en place un autre mécanisme d'endettement sur le premier mécanisme d'endettement. Et il dit qu'on faisait circuler une circulaire à l'Assemblée nationale pour dire aux députés, si vous ne votez pas la validation des passes, nous n'allons pas avoir le financement de tel ou tel bailleur. Mais qui étaient encore ces bailleurs qui viennent nous faire le chantage d'adopter un premier plan? Donc vous avez une chaîne éternelle de conditions qui ne finissent pas. Mais il dit très clairement que les passes ne sont pas une initiative autonome. C'est pourquoi, pour nous, ça a échoué. Et comme le grand frère Nathan Bega le disait, est-ce qu'on peut dire au bilan que les passes ont échoué? Les passes n'ont pas échoué. Ils ont connu d'ailleurs un succès éclatant, brillant, au profit de ceux qui l'ont pensé et qui ont travaillé avec des ouvriers au niveau local, c'est-à-dire des chefs d'État, des ministres, qui vont devenir les porte-valises de ces programmes-là pour lui assurer le succès qu'il a réussi. Docteur Ido, comment vous justifiez